Ça tourne. Donc, du coup, après ces quelques mots de bienvenue, voici des éléments complémentaires pour ce deuxième rendez-vous PEPS. Donc, cette fois-ci, le thème, c'est s'engager dans le partenariat en santé avec comme question initiale, comment êtes-vous devenu patient ou soignant partenaire? Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de donner un élan à partir de trajectoires individuelles pour ouvrir des portes, pour ouvrir le champ des possibles et quel que soit le niveau d'avancée de chacun sur le chemin du partenariat. Donc, je rappelle que les rendez-vous PEPS ne sont pas des conférences, des webinaires, mais de simples espaces de partage d'expériences ouverts à tous et qu'ils seront rediffusés sur Internet. Et je vous informe que le thème s'engager dans le partenariat en santé, il va sans doute revenir de façon récurrente, car nous avons reçu beaucoup d'inscriptions et beaucoup plus de propositions de partage que nous n'avons pu intégrer. Donc, merci à toutes les personnes qui ont proposé de partager leur expérience et elles auront l'occasion de le faire à l'occasion de futurs rendez-vous PEPS sur ce sujet. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc, comme on vous l'a dit, nous serons 3 co-animatrices. Françoise Célin, Claire Edon qui va gérer le chat et moi-même, Fabienne Raguingir. Et donc, on aura 3 partages successifs d'expériences de 10 minutes chacun. Donc, c'est la Win Team, Nadine, Karine et Céline, à qui on a demandé c'est quoi votre parcours de patient partenaire, comment ça a débuté, quels ont été les moments clés, quelle mission est-ce que vous réalisez, quels sont les freins et les leviers que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez. Du coup, les 3 présentations vont s'enchaîner pendant une demi-heure. Donc, nous vous invitons à utiliser le chat que modère Claire pour poser des questions. Et les questions seront posées à la fin des 3 interventions. Ensuite, on aura un temps d'échange et de partage à partir de ces questions pendant 40 minutes. Et on finira la séance avec les conseils des participantes pour s'engager dans les meilleures conditions possibles dans le partenariat en santé. Et s'il nous reste du temps, ce dont je doute, mais il faut toujours rester optimiste, un tour d'écran pour évaluer la séance à chaud. Du coup, je laisse tout de suite la parole à Nadine Nadal pour le premier partage d'expérience. Merci. Je coupe mon micro. Bonjour, je suis Nadine Nadal. Je suis patiente intervenante. Alors bon, je commence d'abord par me présenter sur le plan patiente. Je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde qui a été diagnostiquée puis ensuite traitée en 2008. Bon, ça a été diagnostiqué avec du retard parce que j'avais déjà des douleurs, des crises depuis 97 et vraiment une très grosse crise et puis après des petites crises, voilà. J'avais vu déjà en rhumatologie un rhumatologue qui m'avait dit « Oh, c'est de l'arthrose, c'est de l'arthrose ». Bon, alors je laissais, mais les déformations ont continué. Donc, j'ai eu beaucoup d'interventions chirurgicales. Même maintenant, j'en ai encore, ça continue. Parce que ça a été diagnostiqué avec du retard. Alors, pour éviter cette errance diagnostique pour d'autres patients, pour les informer, les conseiller, les aider, j'ai rejoint une association de patients qui s'appelle l'AFPRIC, Association française des polyarthrites rhumatoïdes et rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, je suis adhérente, déléguée, je suis au conseil d'administration maintenant et au bureau. Voilà. Donc, je m'implique de plus en plus, ce qui me permet après de conseiller les patients et qui souhaitent avoir des renseignements. Alors, les moments clés, comment je suis arrivée à être patient, intervenant ou partenaire. C'est une rhumatologue qui m'a proposé d'assister à des ateliers d'éducation thérapeutique. En tant que patiente, donc j'ai tout de suite été convaincue du rôle essentiel de ces ateliers pour informer les patients sur leur maladie, les aider dans leur quotidien à cheminer avec la maladie, à accepter beaucoup de choses. Voilà. Donc,
j'ai voulu, moi aussi, je lui ai dit, moi aussi, je veux faire pareil, je veux aider les patients. Avec l'association, ça ne suffit pas, je veux être auprès d'eux, les aider. Elle m'a dit, ça ne se fait pas comme ça, il faut retourner à la faculté. Donc, je suis repartie pour avoir des diplômes d'éducation thérapeutique pour me permettre d'intégrer les programmes d'éducation thérapeutique. Donc, à la suite, j'ai fait 3 diplômes. Le diplôme d'éducation thérapeutique, le DU, ETP. Après, j'ai fait le DU, se former au partenariat patient-soignant. Et j'ai fait un certificat universitaire à Marseille d'éducation thérapeutique pour patients experts. Donc, les missions que j'effectue, à la suite de ces diplômes, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le programme d'éducation thérapeutique de cette rhumatologue et elle m'a chargée de la co-coordination. Donc, je co-anime des ateliers de rhumatisme inflammatoire chronique et depuis le mois de janvier, on a un autre programme sur les maladies chroniques où j'interviens aussi au niveau de la clinique. Bon, je suis ensuite déléguée administratrice de mon association. Je siège à la CRSA, à l'ARS. Je témoigne dans une IFSI à Nîmes, une école d'infirmières pour les étudiants de 3e année. Je suis patiente partenaire à la SRA et je suis adhérente depuis le début à Savoir Patient parce que je connaissais, avec mes diplômes, je connaissais Fabienne. Donc, dès qu'ils ont proposé de faire cette association Savoir Patient, j'ai été tout de suite présente. Voilà. Alors, les facteurs de réussite, c'est que bon, maintenant, plus ça va, plus on peut trouver des formations auprès des universités. Bon, au début, il n'y avait que Paris, Marseille, Grenoble. Après, il y a eu Montpellier, il y a Toulouse. Donc, les patients atteints de maladies chroniques, c'est plus facile pour eux maintenant d'intégrer ces formations et se former pour intégrer après des programmes de TP ou auprès des universités. Les médecins intègrent, bon, c'est l'ARS qui les oblige à avoir des patients partenaires dans les programmes de TP et même pour la construction aussi des programmes, il faut qu'il y ait des associations de patients. Donc, en plus de ça, il y a les doyens des facultés, Montpellier, là, qui viennent de demander des patients experts pour intervenir dans les cours des universités de médecine. Après, il y a les IFSI, j'ai des collègues qui vont chez les ergothérapeutes, chez les kinés, chez les masters d'activité physique adaptée. Notre savoir semble valoriser, mais le problème, c'est que nous n'avons pas de statut. Nos diplômes ne sont pas valorisés comme ceux des professionnels de santé. Quand on est un professionnel de santé, qu'on intervient dans les... Moi, je le vois dans le programme où j'interviens, eux, ils sont rémunérés quand ils font leur atelier. Nous, c'est très, très difficile d'obtenir quoi que ce soit, la moindre indemnité, à part une indemnité souvent de déplacement. Voilà. Bon, j'espère que nous obtiendrons bientôt une reconnaissance de notre savoir profane de patients vivant avec une maladie chronique et qu'il faut continuer à se battre pour ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur mon témoignage. Merci Nadine. On passe à la personne suivante où je me questionne parce que je vois qu'on a un petit peu de temps. Oui, on va passer à Karine. On va passer à Karine. Donc, on enchaîne directement. OK. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Karine Barel. Je suis aussi patiente partenaire depuis à peu près 2018 maintenant. Moi, j'ai un parcours un petit peu plus différent, entre guillemets, dans le sens où moi, je ne suis pas encore diplômée, je n'ai pas de diplôme universitaire.
Donc, je reviens un petit peu sur mon parcours patient qui a commencé en 2004 pour ma part, hein, puisque j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Et je pense que j'ai commencé à devenir un peu actrice pour le coup de mon parcours, dans le sens où moi, j'ai eu un refus de traitement. Je n'ai pas voulu, voilà, tout simplement. Et à l'heure actuelle, ma sclérose en plaques va très bien sans aucun traitement. En 2009, donc, on m'a diagnostiqué pour le coup une polykystose hépatorénale. Et là, par contre, c'est un peu différent dans le sens où je suis allée à un hôpital, donc pour le coup de Troyes, puisque je suis dans l'Aube. Et là, ça n'a pas du tout été la même chose. Traité, pas vraiment écouté, pas vraiment respecté, pas vraiment entendu sur les besoins et ce que je voulais, entre guillemets, et je n'avais pas non plus d'informations en tant que patiente. Et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, ce qui fait que j'ai demandé un deuxième avis médical. Et je suis donc désormais suivie au CHU de Reims. Donc, ça a été le jour et la nuit entre les deux équipes. Le 16 février, je suis donc rentrée en dialyse péritonéale. Et là, c'est pareil, ça a été un moment clé, mais pour d'autres choses que je vais expliquer en deuxième partie. C'est pareil, il y a des choses qui sont acceptées beaucoup plus quand les équipes autour de vous vous expliquent les choses, sont à votre écoute et peuvent justement faire aussi construire avec vous votre projet de vie, tout du moins, et s'intéresser en fait à ce que vous voulez tout simplement avec les contraintes et les bienfaits aussi que ça peut avoir. Et en août 2012, j'ai donc été greffée rénale. Et j'ai adhéré à ce moment-là à France 1. Donc, les moments clés, comme je le disais, au moment de ma greffe et même un petit peu avant au niveau de la dialyse, quand on commence à parler de dialyse péritonéale, j'ai été assez étonnée dans le sens où il y a eu beaucoup de questions. Ça se passait pour le coup dans la salle d'attente, que ce soit sur la polykystose, que ce soit sur la dialyse. C'est là où je me suis dit il y a quelque chose à faire parce qu'il y a un manque d'informations cruciales. Donc, mis à part France Rhin ou Rhénanie, moi, dans l'Aube, il n'y a quasiment rien et personne ne bouge réellement pour ce qui est les insuffisants rénaux. Donc, c'était difficile de s'impliquer, difficile de faire bouger les choses. Donc, je donnais tout simplement des conseils, si je peux dire. Je partageais mon expérience entre guillemets patiente à ce moment-là, simplement quand j'étais en consultation au CHU. En 2017, j'ai donc été licenciée et là, j'ai pensé à ma reconversion professionnelle en disant il faut absolument que j'agisse, que je fasse quelque chose en lien avec les patients et les professionnels de santé. Pour moi, ça me semblait impératif. Les questions étaient de plus en plus importantes. Les patients, il y avait un besoin énorme au niveau d'information et je me suis dit, c'est pas possible. Éducation thérapeutique, j'en ai jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était. Enfin, à ce moment-là, je cherche voilà, simplement une reconversion, communication santé, promotion de la santé, toujours dans le département de l'Aube, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et là, je trouve donc l'instance régionale d'éducation et de promotion pour la santé qui s'appelle donc l'IREPS. Je décide simplement de les contacter et on me propose à ce moment-là un stage d'immersion. Et alors là, ça n'a plus rien à voir. Là, je découvre l'éducation thérapeutique. Je découvre qu'il y a des réunions avec des professionnels de santé, qu'il y a des patients qui peuvent témoigner, qui peuvent être formés. Et là, ça n'a plus rien à voir. Donc, de novembre 2018 à octobre 2019, j'ai eu des formations, dont la formation 40 heures OTP que tous les patients partenaires principalement connaissent bien. D'autres formations qui ont été pour justement savoir animer en groupe, savoir animer individuellement, connaître les programmes d'éducation thérapeutique, savoir comment les monter. Donc, il y a eu beaucoup de formations. À l'heure actuelle, par contre, je n'interviens toujours pas dans des programmes d'éducation thérapeutique, puisque au niveau du centre hospitalier, je n'ai donc pas mon diplôme universitaire. Donc, ça pose un souci, apparemment. Donc, j'interviens plutôt auprès de formation 40 heures OTP. Je co-anime pour le coup des ateliers au niveau du webinaire ou dans des formations OTP, mais pour le coup avec l'IREPS et l'espace ressources ETP Grand Est, qui eux m'impliquent à chaque fois en tant que patiente partenaire, patiente expert. Après, j'interviens comme formatrice. Tout simplement, voilà, j'interviens comme patiente partenaire. J'ai intégré aussi des groupes de travail
Mais ça, c'est pareil, on m'étiquette, entre guillemets, patiente expert pour, voilà, dans le groupe de travail, on a intégré un patient expert, un patient partenaire. Mais ça ne correspond pas forcément aux ressources, aux compétences, aux ressources que je pourrais avoir. C'est juste avoir la place. Et là, dernièrement, j'ai donc été intégrée pour faire partie d'un groupe expert dans l'élaboration d'un référentiel de compétences pour le TP en transplantation. Et j'ai aussi participé à l'élaboration d'un guide, d'un GPS sur l'IETP avec l'espace ressources ETP Grand Est. Voilà pour le moment au niveau des missions que j'effectue. Donc, pour ce qui est des freins et des leviers, moi, je suis partie sous un autre prisme, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait vis-à-vis des futurs patients partenaires qui voudraient s'impliquer. Les freins, principalement, c'est ne pas avoir pris de recul sur sa maladie. Être patient partenaire, c'est justement avoir pris du recul, avoir acquis des savoirs expérientiels sur sa pathologie, vouloir les partager, vouloir accompagner. Il faut être aussi beaucoup à l'écoute des patients et ne pas être dans le jugement. Là, Fabienne vous l'a dit dès le début, on écoute les gens, on n'est pas dans un jugement, on est dans un espace de parole. Il en est de même quand vous êtes patient partenaire. Vous êtes là pour être vis-à-vis des patients, des autres patients. Vous êtes à l'écoute, vous êtes là pour conseiller, aider, mais sans forcément juger et ne pas toujours mêler aussi votre expérience personnelle. C'est pour ça qu'il faut avoir ce recul nécessaire pour pouvoir s'investir. Et donc être curieux, ouvert, empathique, volontaire, bien évidemment, et positif, puisque c'est aussi la remarque qu'on peut nous faire aussi. Quand j'ai eu certains témoignages, on m'a dit, mais il faut qu'on ait des patients positifs. C'est pour pouvoir élever un peu les autres patients et aider les autres patients. Voilà pour ma part. Merci Karine. Du coup, Céline, merci à toutes les deux. Tu vas être contente, tu vas avoir quelques minutes de rab. Merci. Ah j'essaie de condenser. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour partager ce mouvement qui s'amplifie de plus en plus. Alors, je vais débuter par mon parcours de patiente, comme tout le monde. Donc, moi, ça fait maintenant 31 ans de vie, 31 ans que je vis avec un syndrome du grêle-court. Pour faire court, et c'est le cas de le dire, je vis avec 80 cm d'intestin et un tiers d'estomac à la suite d'une appendicite qui a été mal opérée, donc d'une erreur chirurgicale. J'avais 19 ans. Donc, je vous laisse faire le compte de mon âge. J'approche le demi-siècle dans 15 jours. Bon, à 19 ans, j'ai tout de suite considéré que cet épisode de ma vie n'allait pas définir ma vie, mais par contre que ma maladie devait faire partie intégrante de ma vie et je ne pouvais pas faire autrement, mais j'allais devoir composer avec elle. Et vraiment, c'est à travers des stratégies, des compétences que je trouvais au jour le jour que j'ai pu vivre quasiment 20 ans de vie normale. Principalement, la stratégie qui a été développée, ça a été d'être actrice dans mes soins pour être auteur de ma vie avec la maladie. Et ça, à 19 ans, quand j'ai découvert que j'allais vivre pendant un certain temps avec un anus artificiel, une vaginostomie, j'ai fait le choix de m'en occuper moi-même. L'éducation thérapeutique, en 90, on n'en parlait pas encore. Et puis, tout au long d'une longue période de 20 années, en fait, j'ai été dans une errance de diagnostic. Je n'étais pas du tout accompagnée médicalement. Et donc, j'ai mené une vie à peu près normale, avec beaucoup de difficultés, puisque sans intestin et avec très peu d'estomac, en fait, on a des complications de fatigue, voire d'épuisement chronique, de problèmes digestifs, des carences. Pour ça, je n'ai jamais eu d'assistance nutritive, et ce qui fait qu'en 2009, après une vie passionnante au travail, où je n'ai pas du tout économisé ma petite personne, je me suis retrouvée complètement rompue, épuisée. Et c'est là qu'a été la grande chance de ma vie, puisque j'ai rencontré une équipe de soins qui, pour la première fois, m'a parlé de partenariat. Et c'est cette expérience d'éducation thérapeutique qui a été le point de départ de mon engagement de patient partenaire.
Donc, les moments clés, je les ai représentés par une petite pyramide, hein, parce qu'une grande montagne à gravir. Pour moi, ça a vraiment été le socle, la rencontre avec l'équipe médicale. J'étais au début de ma pathologie, ou du moins au début de mon erreur chirurgicale, j'étais très, très en colère. Il a fallu avancer, gérer ça, digérer. Et la rencontre avec l'équipe médicale en 2009, quand j'étais au plus bas, a été une rencontre importante parce qu'il y a eu un climat de confiance qui a été posé. Un objectif commun qui était de me remettre sur pied. En 2009, en fait, je pesais 38 kilos. Je ne m'étais pas rendu compte que pendant 20 ans, j'avais perdu au fur et à mesure. Je parlais comme ça. Je n'avais pas du tout d'énergie. J'étais dans une carence et une dénutrition sévère très avancée. Donc, cette rencontre a été le point de départ. Après, vraiment, ce qui a été mon premier acte, au-delà de la collaboration avec cette équipe, mon premier acte d'engagement, ça a été de me dire, je suis dans une urgence d'organisation pour apprendre à faire mes perfusions de nutrition parentérale sur mon porte-à-4. C'est des perfusions qui durent 15 heures, c'est des soins complexes. Il a fallu que je réfléchisse et que je m'organise. Et ça a amené de l'innovation. Je me suis dit, tiens, le matin, j'ai qu'une heure où j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Toute la journée, je me repose. Et le soir, je vais essayer de modéliser un peu ce qu'on m'a dit, non seulement avec les savoirs scientifiques, mais aussi avec mon regard de patiente. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de transposer non seulement ma vie, mes savoirs expérientiels de ce que je vivais dans mon apprentissage d'éducation thérapeutique, mais aussi mes compétences professionnelles. Et ça a participé à l'amélioration de ma prise en soin et ça a donné du sens aussi à ce qui m'arrivait parce que c'était compliqué de vivre ce moment où j'étais à nouveau très affaiblie. Donc, cette transposition des compétences professionnelles, cette prise de conscience, cette opportunité aussi de me rendre compte que j'avais peut-être une valeur à ajouter, à apporter dans le monde de la santé et surtout, et ça c'est le 4e step, l'envie de transmettre aux autres. C'est-à-dire que j'avais la chance de vivre une expérience de partenariat réelle. Le mot partenariat a été prononcé dès la première heure d'éducation thérapeutique. Elle a été prononcée par les professionnels qui m'accompagnaient. Et ça, j'avais envie de le transmettre parce que pendant 20 ans, je n'avais pas rencontré d'équipe comme ça. Bon, j'étais dans une errance médicale, mais je voyais des médecins et c'était toujours un peu difficile, compliqué. Et ça, je me suis dit, transmettre à des professionnels de santé que c'est possible de collaborer avec les patients, transmettre à des patients que c'est possible d'avoir des équipes qui collaborent avec nous, ça, c'était hyper important. Donc, pendant 7 ans, j'ai travaillé comme ça auprès de l'équipe. Et puis après, je me suis rendu compte que la formation, c'était quand même hyper important. Donc, j'ai passé un DU d'éducation thérapeutique pour pouvoir upgrader un peu mes interventions en éducation thérapeutique. J'ai aussi fait une formation de patiente partenaire sur le syndrome de Grey-Court. J'ai aussi ensuite suivi des formations du type intelligence collective, design thinking, des formations pour le partenariat en santé avec Savoir Patient et notamment la dernière que j'ai faite avec le Centre d'excellence de Montréal, l'Université de Montréal, donc l'équipe d'Alexandre Berkès, Vincent Dumez, sur les fondements du partenariat. C'est un point clé. L'échange avec d'autres personnes, d'autres patients, d'autres professionnels de santé est toujours un moment important. Donc, quel que soit le parcours, je pense que le partage, l'entraide, l'émulation et les synergies, on a tous à gagner à être solidaires et c'est ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs avec ces rendez-vous PEPS. Et enfin, c'est un peu, j'allais dire, le gravé le sommet de cette montagne, j'ai réfléchi aussi à la structuration de mon engagement. C'est-à-dire qu'au départ, je partais tout feu, tout flamme, mais toujours, j'ai cherché à savoir ce que je voulais faire, comment et avec qui. Et ça, c'est important dans mon parcours de patiente partenaire. Et quand je m'en éloigne trop, mon corps le rappelle et je reviens à l'essentiel. Donc, pour les missions que je fais depuis maintenant 12 ans, j'ai représenté un petit arbre, c'est le clin d'œil au modèle de Montréal pour ceux qui connaissent. Donc, j'œuvre sur les soins, à travers des programmes d'éducation thérapeutique, la création d'outils aussi de communication. Je participe aussi à des projets de recherche, notamment dans des comités de validation de recherche ou de la conceptualisation un peu plus théorique. Par rapport à la politique de santé, aujourd'hui, je suis membre du CRIAPS en ARS Occitanie. Donc, on a le comité régional d'impulsion et d'analyse du partenariat en santé qui impulse
ce mouvement de partenaires en santé. En termes de gouvernance, j'ai été chargée de mission démocratie sanitaire au CIRIC de Montpellier et je participe aussi au parcours des soins supports. Et puis la partie qui est importante et qui est celle aussi sur laquelle j'essaie toujours de, enfin celle que je préfère, hein, je le dis comme ça, on a des appétences pour plus ou moins un champ d'application. Là, c'est la formation où je crée, où j'anime, où je co-anime des formations, qu'elles soient des formations initiales, des formations continues. J'interviens dans des colloques aussi. Et puis, comme j'ai la chance de parler espagnol et portugais, j'interviens aussi en Amérique du Sud et au Portugal pour parler du rôle que peuvent jouer les patients partenaires aux côtés des professionnels de santé. Alors, on m'a demandé de réfléchir aux facteurs de réussite. Pour moi, tout est affaire de motivation et de volonté de faire équipe. Tu peux y aller, Fabienne. Voilà. Les valeurs partagées, le sens éthique, les projets, les objectifs communs, ça, c'est des valeurs qui doivent être partagées et, à mon avis, des facteurs qui peuvent être facilitants pour tous les partenaires qui participent au partenariat. Bien évidemment, le socle, méthodologie, outils, valoriser ce qu'on fait, le soutien des institutions et des acteurs impliqués, c'est aussi des facteurs de réussite. Et puis, pour la partie frein et levier, j'ai voulu la représenter avec des rouages, parce que pour moi, un frein peut devenir un levier quand on arrive à dégripper un peu le tout. Et le premier rouage, c'est les ressources humaines, financières en termes de temps. C'est quelque chose qui peut être facilitant comme quelque chose qui peut bloquer le partenariat en santé. Ce qui peut aussi être un frein ou un levier, c'est la formation des patients partenaires, d'accord, mais aussi des professionnels de santé. Il ne faut pas l'oublier. Les aidants, quand je parle patients partenaires, je pense aussi aux aidants. La reconnaissance et la valorisation, Nadine l'a abordé. Je pense que tout à chacun, dans le monde, même quand on repense à la pyramide des besoins, satisfaire son besoin de reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Et la valorisation d'un travail, notre matière grise en tant que patient partenaire ne faut pas moins que celle d'un autre professionnel. Donc, c'est quelque chose qui s'étudie. Les stratégies menées, que ce soit dans les établissements, sur le territoire, au niveau régional. On le voit, nous, en Occitanie, on a quelque chose qui pulse beaucoup. On voit la région Grand Est, on voit sur Rennes. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation dans laquelle j'ai démarré en 2009. Mais c'est justement une opportunité à saisir pour bon nombre de patients et c'est génial, c'est un socle. Et le dernier point, c'est les évolutions sociétales. On est quand même dans une société aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence collective, de démocratie citoyenne, de démocratie sanitaire. Et tout ça, je pense que ça va nous accompagner et ça aide à impulser le mouvement. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps. Alors, c'est juste parfait. Vous êtes toutes les trois parfaites. Un immense merci d'avoir tenu les 10 minutes qui vous étaient imparties. Donc, 3 beaux parcours voilà, qui, je vois, ont généré des questions. Donc, du coup, maintenant, Claire va nous faire passer les questions qui ont été posées dans le chat pour qu'on puisse échanger. Donc, non seulement les personnes qui ont participé, mais aussi l'ensemble des personnes qui participent au rendez-vous PEPS. Alors, juste pour lever la main, aidez-moi. Je ne me rappelle plus comment on fait. En bas, dans réaction. Ah ouais, je ne le vois pas, c'est peut-être parce que j'ai le... Oui, tu l'as dans réaction en bas. Allez, alors, il y a soit, on a beaucoup de partages, mais je vous invite, parce que là, on a du temps, donc on va pouvoir prendre les gens en direct, et c'est mieux, je trouve. Ce qui ressort beaucoup, c'est cette question de la formation. Je crois que dès l'intervention de Nadine, il y a eu des questions par rapport aux différences, par exemple, entre les 3 diplômes qu'elle a présentés. Également, quand Karine a parlé, elle a commencé par ça en disant qu'elle-même n'avait pas de formation, bien que pour moi, le TP en soit une, mais bon, on va en reparler justement. Donc, j'invite, et puis Alexandre a répondu en partie aussi à certaines questions par rapport au coût de ces formations. Et je vais retenir, si elle veut bien, la question de Catherine qui était pour Nadine, mais je pense que les autres aussi peuvent répondre. Quelles sont les différences entre ces 3 diplômes qui ont été présentés? Ou entre les différents diplômes? Parce que dans le chat, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont énumérés, notamment par Karine.
Alors peut-être Nadine, si Oui. tu souhaites. Alors, bon, le premier diplôme à avoir pour intervenir dans un ETP, c'est les minimums, c'est les 40 heures. Voilà. Donc, moi, je les avais passés au début aussi, mais bon, ce n'était pas suffisant. C'est pour ça que après, je suis allée à la fac pour avoir le DU ETP. Et le DU partenariat patient-soignant, ça nous a appris à intervenir à la fac. On peut intervenir dans les facultés, dans les IFSI. Enfin, voilà, on peut intervenir auprès des futurs professionnels de santé. Voilà. Et au niveau engagement, peut-être pour expliquer à ceux qui n'ont peut-être pas l'image de ce que ça représente, entre le DU, entre le 40 heures ETP, le certificat, c'est quoi? Bon, le DU, c'est le minimum. Enfin, les 40 heures, c'est le minimum, quoi. Ça ne demande pas beaucoup de travail, enfin, beaucoup d'expérience. Voilà. C'est pour connaître un peu le. Après, si on veut cheminer et se former davantage, moi, je conseillerais d'aller sur le DU de partenariat patient-soignant. C'est encore une étape supplémentaire. Même on peut y aller sans avoir fait les 40 heures, puisque là, quand on fait ce diplôme, on a les 40 heures d'entrée, quoi. Ça nous donne les 40 heures. Et après, le plus difficile, c'est le DU de TP, parce qu'il y a le mémoire à réaliser. Et bon. Moi, j'étais à l'âge de la retraite, ça me faisait un peu difficile à faire, quoi. Merci Nadine. Est-ce que Karine, tu veux compléter? Alors moi, en fait, j'ai uniquement, comme je disais, les 40 heures de TP. Après, il est vrai que pour mon expérience personnelle à l'heure actuelle, ça n'empêche pas d'intervenir. Par contre, j'interviens, comme je disais, surtout dans des formations pour les professionnels de santé. Ça ne m'a jamais empêché d'intervenir ou de collaborer ou de co-animer des choses. Ça, il faut le savoir. Les 40 heures, de toute façon, c'est une obligation. On est totalement tous d'accord là-dessus. C'est le minimum à faire. Après, il y a certaines personnes qui vous diront, comme certains professionnels me l'ont dit, mais n'ont pas pu me faire intervenir. Pour certains, le DU, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, on a en fait des discours très différents de certains. Si vous voulez intervenir en éducation thérapeutique, il y en a qui vont vouloir impérativement le DU, comme moi, c'était pour le CHU de Reims. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, écoutez, peut-être que bénévolement, on peut, à la limite, puisque vous avez les 40 heures, ça peut suffire. Donc, c'est un peu, il y a des moments où ce n'est pas très clair au niveau de leur discours. Mais ça n'empêche pas d'intervenir pour autant si vous avez les 40 heures de base. Merci. Céline, je ne sais pas, tu n'en as pas trop parlé toi, de cette partie-là dans ton parcours, à moins que je sois trop concentrée sur le chat pour l'avoir vu, mais vas-y. Non, mais ce que je pense, c'est les formations, en fait, ce qu'il faut, c'est se demander pourquoi on a envie de les faire, qu'est-ce que ça va nous apporter et dans quel objectif on va le faire. Parce que, à mon sens, aujourd'hui, il y a une gamme, c'est Nadine qui l'a évoqué, une gamme de formations qui est de plus en plus large en France et à l'étranger. J'ai parlé, par exemple, de la formation du Centre d'excellence de Montréal avec les fondements du partenariat. La formation aujourd'hui en partenariat, il y a la formation de ce que fait Savoir Patient qui se fait en 3 jours, qui est aussi un bon socle pour démarrer et conceptualiser une formation action. On a effectivement les DU de partenariat. Voilà. À mon sens, chacun de là où on part, de là où on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire et dans quel objectif on fait ces formations. On a toujours quelque chose à tirer d'une formation, quelle qu'elle soit. Après, c'est selon les appétences. Moi, pendant 7 ans, j'ai fait de l'ETP, j'ai été dans des groupes de travail, j'ai été invitée, je n'étais pas formée. J'avais mes formations, j'allais dire de mon parcours personnel, professionnel, mais je n'avais pas de formation universitaire ou de formation en santé. Donc, c'est un peu, et ça ne m'a pas empêché, ça ne m'a pas rempli de bourré de complexes. On est là pour apporter chacun sa singularité. Maintenant, c'est vrai aussi qu'en termes d'engagement, il y a des formations que je n'ai pas faites parce que physiquement, c'est trop compliqué. Donc, c'est aussi avoir une réflexivité sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire et dans quel objectif, comment on va le valoriser, si on a envie de le valoriser ou si c'est juste pour se faire plaisir et du bien au cerveau. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci à vous trois.
Catherine, je vois que tu as levé la main. Est-ce que c'est sur ce même thème? Parce que je voulais aller un tout petit peu plus loin. Il y a eu d'autres questions à ce sujet. Ce que je voulais dire, moi, c'est que le DU, se former au partenariat patient-soignant, me semble plus complet parce qu'apparemment, avec ce DU, on peut intervenir en ETP et en co-animation dans les facultés. Que le DU ETP, c'est simplement intervenir en ETP. Et dans le DU, se former au partenariat patient-soignant, il y a aussi un mémoire à faire. Il y a un mémoire qu'on doit présenter en juin. Celui-là Voilà. est à Montpellier, c'est ça? Oui, Montpellier. Et il y a d'autres DU partenariats qui sont en train de se monter, notamment en Bretagne, plusieurs. Voilà. Alors, il y avait une autre question que je trouve intéressante dans le chat aussi, qui est venue assez vite. Faut-il, pour intégrer, c'est Isabelle, alors peut-être elle peut le poser en direct. Isabelle, vous voulez poser votre question ou je la cite? Oui. En fait, je me demandais le niveau scolaire requis, pardon. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans des diplômes universitaires enfin, je me posais la question, simplement. Excusez-moi. D'accord. La question. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas très très bien, ça coupe parfois. Donc la question c'est est-ce qu'il faut. Ça saccade un petit peu. Ma connexion est instable en fait. Je vais essayer de traduire si vous voulez. Ce que vous aviez écrit, c'est faut-il un niveau faut-il un niveau minimum, un niveau scolaire minimum pour intégrer les DU? Quelqu'un veut répondre? Fabienne, tu as la réponse? Oui, alors je pense que ça dépend des DU. Par exemple, celui de Montpellier, il y a une action qui a été faite auprès des services administratifs de la faculté pour que, au départ, le minimum obligatoire, c'était le bac. Et finalement, pour ce DU-là, le bac n'est plus obligatoire. Ah bon? C'est nouveau. Ouais. Et après, donc je suppose que dans la plupart, ça sera au minimum un bac, mais il faut vraiment se renseigner au cas par cas. Et voilà. Je voulais juste revenir aussi sur ce qu'a dit Céline tout à l'heure. Moi, je pensais essentiel de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait des formations, qu'est-ce qu'on en attend et qu'est-ce que ça va nous apporter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, je vais me former, puis après, je vais pouvoir travailler en tant que patient partenaire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Peut-être que ça sera le cas dans quelques années. Aujourd'hui, ça peut être un minimum pour intervenir dans certains cas. En tout cas, il y a au moins la formation 40 heures ETP pour intervenir en ETP. Mais ce n'est pas suffisant pour faire une activité professionnelle de son activité de patient partenaire. Mais dans tous les cas, la formation, donc là je parle de mon point de vue, quand elle est faite avec des professionnels de santé, c'est aussi une première mise en situation de partenariat. On apprend ensemble, il y a toujours des projets dans des formations, donc on fait ensemble, donc déjà on apprend à travailler en partenariat. C'est vraiment quelque chose de concret. Puis, on s'émancipe, on réfléchit, on lit, on regarde ce qui se fait. Donc, forcément, ça nous rend plus capables, plus sûrs de nous. Et du coup, après, on peut se lancer peut-être dans une aventure de professionnalisation. Voilà. Françoise, vous voulez intervenir? Oui, je voulais ajouter par rapport à l'Université des patients Paris, Sorbonne, il y avait, alors je ne sais pas si c'est, mais moi je fais partie de la première promotion du DU, mission d'accompagnant du parcours patient, puis après j'ai fait démocratie en santé, et c'était possible et c'était ouvert à des personnes qui n'avaient pas le bac, et je sais qu'il y a maintenant aussi la possibilité de passer une VAE pour pouvoir suivre pour accéder au master. Donc, il y a des passerelles qui sont mises en place quand même. Et puis, Catherine Touré-Turgis, au départ, avait vraiment envie que ce soit ouvert à des personnes même qui n'avaient pas eu leur bac. Donc, voilà, tout est possible. Et c'est aussi une question d'envie. Et je rejoins complètement ce que disaient Fabienne et Céline à ce sujet. Oui, je confirme. J'ai également cette expérience sur l'UDP. Ce qui est par contre important, c'est de remplir un dossier, c'est de faire une lettre de motivation. Et à un moment, on rencontre une personne là-bas qui s'assure que vous êtes au bon endroit et qu'on ne va pas perdre son temps les uns et les autres. Donc, la question fondamentale de savoir pourquoi on fait ces formations. Céline, tu voulais rebondir encore?
Je voulais juste plus soigner ce que venait de dire Fabienne sur le mélange patient et professionnel dans la formation. En tout cas, moi, ça a toujours été un critère de sélection dans le choix de mes formations. C'est-à-dire que déjà vivre ensemble la formation, ça fait vivre déjà le partenariat. En tout cas, ça c'est comment sont construites les formations. Il y a comment y entrer, mais comment aussi sont construites les formations, ça peut jouer aussi dans la façon de les vivre. Et puis juste, je voulais dire, je crois que c'est Catherine Gély qui parlait de si on a un DEI de TP, on ne peut pas intervenir en formation. Je nuance un peu le propos, puisqu'en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup du sur-mesure. J'ai un DU de TP et je fais de la formation en IFSI. Je crée des formations avec des professionnels de santé. Donc, je pense que il ne faut pas c'est un peu le danger, se mettre dans un cadre et se dire, s'ouvrir, offrir un peu nos chakras, nos possibilités et tenter. Voilà, je voulais juste dire qu'il ne faut pas s'enfermer. Ce n'est pas parce qu'on fait un DUETP qu'on ne pourra pas faire de formation et ce n'est pas parce qu'on fait un DU partenariat ou qu'on va partenariat en santé qu'on va tout de suite trouver un job dans un établissement de santé et qu'on va faire que de la formation. Je pense. Oui, je veux rebondir aussi là-dessus. C'est effectivement une question qu'on me pose souvent. On me dit, bon, mais c'est bien, tu as fait un DU et grâce au DU, tu as eu du travail. C'est pas comme ça que ça se passe encore. Hein. Je vois des têtes. Donc, je pense que c'est deux voies parallèles qu'il faut à la fois suivre et se respecter. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Céline, par rapport au fait que parfois, on a beaucoup envie d'aller prendre telle ou telle formation et qu'on se rend compte à un moment que il faut faire attention à la fois à sa santé et puis à quels engagements on veut suivre, pas partir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ah voilà, Anne, on vous écoute. Oui, merci. Je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est hyper passionnant. Merci beaucoup pour ces échanges. Moi, je travaille dans une association aux côtés de bénévoles qui sont formés à l'éducation thérapeutique, mais pas forcément, qui sont aussi formés à l'écoute, qui ont différents types de formations. Et je suis engagée dans un Master 2 en ce moment à Paris 13 et je fais mon mémoire sur l'engagement des patients. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai des entretiens avec certains patients, alors surtout dans l'association dans laquelle je travaille, bien sûr, mais c'est très intéressant aussi d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, bien entendu. Ce que je vois, c'est que vous avez différents rattachements ou pas à des associations, mais j'étais quand même intéressée surtout par cette question de la liberté de choix dont tu parlais, Céline. Pardon, je te tutoie parce que c'était cette idée finalement que il y a le côté reconnaissance. C'est vrai, moi je l'entends beaucoup, reconnaissance par la formation. Mais la formation, en fait, c'est une reconnaissance de ses compétences, mais ça suffit pas puisqu'il y a aussi effectivement cette envie de pouvoir être reconnu comme un job à part entière, donc d'être rémunéré, etc. Et en même temps, il y a cette idée aussi de la liberté de choix, c'est-à-dire aller en fait vers ce qui nous porte, nous apporte, n'est pas nécessairement aussi délétère pour la santé, parce que je crois que ça c'est vraiment aussi important à la question de faire attention à soi, à sa santé. Et donc, à la fois, ça peut représenter finalement le fait d'être rémunéré, une forme de contrainte. Donc comment est-ce qu'on joue à la fois avec l'engagement qui est quand même quelque chose qu'on fait de façon volontaire, et en même temps ce besoin de liberté de choix, et à la fois la contrainte, par exemple, que pourrait être une rémunération et un travail. Alors, est-ce que l'une de vous trois ou quelqu'un d'autre dans la salle? Il n'y a pas forcément de réponse, non, etc. Mais ça me questionne en fait, parce que je l'ai beaucoup retrouvé chez les personnes avec qui j'ai des entretiens. Le fait, par exemple, d'être bénévole est quelque chose qui est super important pour eux parce qu'ils ont le sentiment quand même que, parce que ils ne sont pas contraints, qu'ils savent qu'ils peuvent passer le relais, qu'à des moments où ça va être beaucoup plus compliqué, ils auront la possibilité de prendre du recul sur leurs actions. Et c'est comme ça qu'ils se sentent le plus engagés parce qu'ils n'ont pas de contraintes, en fait, comme ce serait une contrainte professionnelle. Donc, j'essaie juste
de comprendre en fait cette articulation, mais j'ai pas de, moi j'ai pas de réponse, j'ai pas d'a priori. Je voudrais savoir si c'est la même expérience, puisque en fait tu parlais de cette fameuse liberté de choix, de se dire, mais à un moment on va là où ça nous fait plaisir aussi, parce que cette question de plaisir, je l'ai beaucoup retrouvée, et donc je voulais avoir ce type je sais pas, de témoignage de votre part, j'en sais rien. Il y a Delphine qui a tout de suite levé la main. Oui. Et par ordre, après, il y a Alexandre. Oui, rapidement, merci. En fait, en même temps, il y a Anne qui a apporté d'autres éléments très intéressants aussi. Alors, je vais essayer de synthétiser ça. Je rejoins complètement Céline par rapport à ce qui a été dit sur la liberté de choix et surtout sur, je crois, ce qui nous anime. Et j'aime bien penser que finalement, ce pourquoi nous allons devenir patientes partenaires, ou nous le sommes déjà, pour chacun d'entre nous ici, ça correspond aussi à des rencontres. Et moi, je crois beaucoup que tout est affaire de rencontres. Dans mon parcours de patiente, et si je suis là aujourd'hui, donc là, je suis actuellement le DU, se former au partenariat soignant-patient à Montpellier. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai aussi rencontré une équipe soignante qui m'a mis sur cette voie-là. Et les personnes que j'ai rencontrées, et je vais la citer évidemment puisqu'il y a Céline dans mon parcours qui a été très importante, c'est aussi un point de départ. Et elle est responsable aussi de ce que je fais. Je sais qu'elle ne va pas aimer ce que je dis. Elle est trop modeste, mais elle est responsable aussi de ma présence aujourd'hui, puis finalement de ces années et de mon cheminement qui n'est pas fini. Donc, je crois que la liberté est importante, et ce que tu dis, Anne, aussi, je crois que c'est un vrai cheminement pour chacun d'entre nous, et des questionnements autour de la professionnalisation du patient partenaire. C'est complexe, je vais en faire moi aussi mon mémoire dans quelques semaines, entre bénévolat ou pas, la place sociale ou pas, le problème de l'identité du patient. Voilà, c'est beaucoup de choses qui me préoccupent aussi, mais je crois que je ne suis pas la seule. Donc voilà, c'était juste cette petite réflexion que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Alexandre avait envie de parler, pas seulement d'écrire. C'est parce que j'ai plusieurs collègues à côté, donc je ne voulais pas les gêner. C'est pour ça que je suis passé davantage par l'écrit. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est cette question vraiment des diplômes qui est vraiment centrale. Et on voit aujourd'hui que dans ce champ-là, c'est ce qui intéresse le plus la majorité des patients, en tout cas, de savoir quelle formation faire, avec qui, sur quelle thématique, etc. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà identifié toutes les choses à prendre en compte, hein. Le coût, les critères d'entrée, qui est-ce qu'on va y rencontrer, qu'est-ce qu'on tisse comme réseau, ce que ça nous permet d'augmenter nos probabilités d'être engagés ensuite dans une action qui fait sens pour nous, qu'elle soit rémunérée ou pas. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on le dise de manière assez... moi, c'est comme ça que je l'observe en tout cas. C'est que c'est clairement un signal qui est utilisé. Pour moi, ça produit un signal, une formation. Ça produit un signal pour les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ceux qui ont une 40 heures, si en plus il a le DU, si en plus il a le master, si en plus il a... c'est un élément discriminant au sens étymologique. Ça permet de séparer les candidatures, et globalement, en fait, dans l'inconscient collectif français basé sur une culture de l'école, et malgré toutes les déconstructions qu'on essaye de faire, ça reste un critère qui est pris en compte. Donc l'approche par compétence, on n'y est pas encore. Il y a d'abord un premier screen. Alors, ça va arriver après dans les entrevues de ces emplois-là où on est plus basé sur la présence concrète des compétences, hein, parce que c'est parce qu'on a eu les diplômes qu'on a forcément les compétences associées. Mais en tout cas, le premier tri, quand il y a beaucoup de candidatures, parce qu'il y en a souvent beaucoup, ça va souvent quand même avec les diplômes. Donc, en fait, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, il y a une dimension stratégique, je pense, à considérer. Donc, effectivement, il y a aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'objectif ni rien, mais qui est la subjectivité de la personne qui va regarder ça. Et donc, on ne peut pas en nier. Après, on peut en jouer, hein, il faut l'utiliser, mais il ne faut pas le nier. Mais la deuxième à laquelle je veux revenir, c'est donner un exemple juste donc, quand on parle de cette liberté, etc., c'est quand même assez hétérogène. Moi, j'ai vu la manière dont s'engagent les gens dans ces postes-là, dans le sens où j'ai vu des RU ou des bénévoles, donc des représentants d'usagers ou des bénévoles, qui
qui, dans leur expérience de vie ou leur pattern psychologique, fait en sorte qu'ils ont absolument besoin de l'amour des autres et de la reconnaissance d'autrui et qui vont, alors qu'ils sont libres comme institutionnellement, qui n'ont pas de rémunération, mais qui vont avoir besoin que les gens les apprécient, ils ne vont pas les critiquer, ils vont toujours être d'accord avec ou ils ne vont pas oser se mettre en accord. Et inversement, j'ai vu des gens qui sont salariés, mais qui ont suffisamment de compétences pour qu'en fait, ça ne les inquiète pas d'être extrêmement critiques, demander de la marge d'autonomie, vouloir travailler différemment et se mettre en danger dans leur poste et leur engagement, sans que ça inquiète tant que ça de se mettre en porte-à-faux ou en difficulté ou à risque dans leur poste salarié. Donc, je pense que ce n'est pas une règle générale comme d'essence, ce n'est pas parce qu'on est payé, pas payé, etc. Et dans les patients partenaires que je rencontre régulièrement jusqu'à présent, c'est plutôt en général des fortes personnalités et des gens qui sont plutôt assez ancrés assez existentiellement, et qui fait que ceux que j'ai vus salariés, la plupart, ça n'a pas beaucoup changé leur capacité à exprimer leur désaccord ou autre. Après, il y a forcément des effets d'institutionnalisation et de code, mais donc je ne ferai pas cette distinction-là comme ça. Donc, je voulais juste préciser ça, que c'est un point de vigilance, mais je ne suis pas sûr que ça transforme radicalement jusqu'à présent les personnes qui s'y engagent. Bon, oserais-je parler après ça? Non, mais juste, je comprends totalement l'interrogation de Anne au départ, et moi, c'est quelque chose que j'ai eu aussi parce que j'ai été, dans mon parcours, très engagée associativement. Et en fait, les premiers opposants à la collaboration professionnalisée, enfin professionnelle pour le coup, et rémunérée des patients partenaires venaient souvent des associations parce que pour soit cette question de liberté ou soit très attachés au bénévolat. Après, moi, ce que je constate dans les faits, c'est que les gens qui vont vraiment s'engager, travailler dans des projets sur de long terme, pas de petites heures par-ci par-là, c'est des gens soit qui sont jeunes retraités à la retraite, donc à qui la société permet de vivre par cette rémunération-là, soit qui ont un statut social, enfin voilà, des ressources personnelles qui leur permettent de ne pas être payés. Soit, après, il y a toute cette frange, je pense qu'il y a beaucoup de cette catégorie-là qui sont ici, des gens qui sont en âge actif, qui ont besoin d'argent pour vivre et qui, du coup, là, la question de la professionnalisation et de la rémunération se pose pour ces personnes-là. Et une autre chose que je dis souvent, c'est que la professionnalisation, ce n'est pas que la rémunération. C'est-à-dire qu'il y a énormément de patients engagés dans le système de santé qui sont formés de par leur expérience de vie, de par leur expérience associative et peut-être d'autres formations, on en a cité beaucoup, et qui ont la disponibilité et les compétences pour faire un travail reconnu professionnellement, donc professionnalisé. Donc la professionnalisation n'est pas que la rémunération. Mais ça, c'est un sujet qui pourra générer des heures et des heures de discussion. Du coup, il n'y a plus de main levée. Si, il y a la mienne encore. Juste, je pense qu'en fait, on n'est pas obligé de rentrer que dans une seule case aussi. Parce qu'il y a ne pas être payé, il y a être payé, et puis il y a aussi payer de sa personne et payer avec ses propres frais. Moi, je me suis vue faire bénévolement, mais ce n'était pas le mot juste, une action, par exemple plusieurs interventions, où j'avais pris mon billet d'avion à mon compte, mon temps, déplacer mes perfusions pour pouvoir le faire. Et je pense que aujourd'hui, en tout cas, pour donner l'exemple et partager mon expérience, dans mon travail de patient partenaire, j'ai un peu de tout. Quand je paye de ma personne et que je mets mes sous pour aller soutenir une action bénévole, quand je suis juste dans le bénévolat, on indemnise mes frais ou pas, et puis j'ai des missions où je suis rémunérée. Donc, mais en tout cas, ça n'entrave pas, ça n'altère pas mon engagement. Et aux différents endroits, quel que soit ce que je dépense ou ce que je reçois, je suis investie de la même façon. Donc, et ma liberté, je la ressens pareil partout, en fait. Bon, mais c'était juste pour dire qu'on peut mixer, on peut faire du sur-mesure aussi. Tout à fait d'accord. C'est peut-être ça aussi la richesse de l'humanité. Moi, c'est ce que je pratique depuis pas mal d'années. Pareil, entre le professionnalisme dans mon agence et puis beaucoup d'activités bénévoles au sein d'associations ou de participation à des événements ou à la création de documents ou
Mais je pense que justement, c'est aussi faire le choix, avoir envie de faire ce choix-là et de dire, ben là, je ne perds pas du tout mon temps. Et avoir envie de partager et de faire avancer. Et je pense que justement, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une envie de partager et de faire avancer cette cause. Et elle peut prendre différentes formes. Et c'est pour ça qu'en finalement, en créant aussi mon agence, je me suis dit, c'était de donner la possibilité à des personnes qui veulent d'une manière très ponctuelle travailler sur une mission et qui n'ont pas forcément de cadre et de pouvoir leur dire, ben voilà, je peux vous faire travailler que sur une mission d'une heure ou d'une journée. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça. Avant que nous soyons totalement intégrés partout, reconnus. Mais c'est à nous d'ouvrir des portes. C'est à nous d'aller pousser ces portes et se faire reconnaître. La formation est quand même, c'est vrai, je rejoins ce que disait Alexandre, hein, en France, on est quand même très attaché à cette notion de formation. Donc, il y a un petit minimum à avoir et qui peuvent permettre de dire, ben voilà, on arrive à être reconnu par les professionnels de santé quand c'est le but, c'est d'être reconnu par des professionnels de santé et de travailler avec eux. Et il ne faut pas oublier l'ensemble de l'écosystème de santé. Il n'y a pas que le milieu des soins. Ça aussi, je voulais aussi aller. Oui. Hop, bonjour. Je vais mettre la vidéo que vous me voyez, que je ne reste pas caché. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Merci pour ces échanges. En fait, moi, je suis président et fondateur d'une start-up qui s'appelle Héroïque Santé, dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des malades chroniques et de leurs proches aidants. Et quand je vous entends parler en fait de ces sujets de patients partenaires et de rémunération, nous, on s'interroge en tant que start-up aujourd'hui à pouvoir intégrer des patients partenaires au sein de notre structure pour accompagner les patients. On a des communautés de patients sur un grand nombre de maladies chroniques et on réfléchit à pouvoir intégrer et donc indemniser, rémunérer, je ne sais pas comment on le dira à terme, mais des patients partenaires au sein de notre organisation. Donc voilà, je lance le débat parce que je ne sais pas ce que ça signifie quand vous parlez de rémunération. C'est quoi la rémunération attendue d'un patient ou d'une patiente partenaire? Peut-être à rediscuter en dehors de ce moment, mais voilà, ça m'intéresserait de pouvoir discuter avec certains ou certaines d'entre vous sur ce sujet. Moi, je veux bien discuter avec vous sur ce sujet, mais absolument, parce que je travaille avec des startups. J'ai vu ça, en fait. Et donc, avec des patients, et faire rentrer des patients partenaires auprès de startups, dans les medtech, les biotech. Et je fais partie de France Biotech, une toute petite entreprise qui fait partie de France Biotech, qui regroupe les plus grosses entreprises dans le medtech et le biotech. Donc, il y a des choses qui se font et il y a beaucoup de choses à avancer là et à faire rentrer les patients auprès de ces entreprises qui sont dans l'innovation technologique. Et ils sont à la demande. On sent qu'il y a un changement, il y a des prises de conscience. Et oui, François, je suis complètement d'accord. Nous, on crée aujourd'hui des communautés de patients à la demande d'établissements de santé. Certains établissements impliquent les RU ou des pros de santé en coordination au sein des communautés. Mais moi, dans ma réflexion, au-delà du RU, des patients partenaires. Parce qu'en fait, je pense que vous en avez discuté, vous avez parlé de votre expérience. En fait, la façon de répondre aux patients est très différente d'un RU que d'un patient partenaire. En fait, ce n'est pas les mêmes logiques, du moins dans mon esprit. Donc, mais je veux bien en rediscuter avec vous, Françoise. Hein. J'ai été regarder Expertise Patient, mais également avec d'autres, parce que c'est un vrai sujet. En fait, c'est un vrai sujet pour nous. Si je peux me permettre aussi d'apporter mon expérience, donc moi je travaille avec une start-up et le projet a commencé avec une soignante partenaire avec qui j'avais collaboré
en association, avec une association de patients pour la recherche et avec qui j'avais donné des formations en éducation thérapeutique. Et là, l'idée, c'est que tout le monde fait partie de l'équipe, chacun apporte son point de vue, voilà, ses perspectives, et c'est pas l'un plus que l'autre, ou c'est pas le patient qu'on va utiliser pour recueillir ses besoins. C'est vraiment laisser libre cours à chacun de donner ses idées, ses envies et de réaliser le projet. Donc c'est une collaboration, un partenariat du début de la conception à la fin, à l'évaluation et à l'amélioration continue des produits. D'accord. Voilà. Si je puis me permettre, je voulais rebondir sur votre question de comment faire par rapport à la rémunération, comment fixer les choses par rapport aux patients. J'avais envie de vous poser la question, comment vous le faites pour vos employés? Nos employés sont salariés. Voilà. Après, c'est un ordre d'idée. Je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, en tant que start-up, je sais combien rémunérer, par exemple, un social media manager, un responsable UX/UI. Voilà, je sais, voilà, il y a des grilles, il y a des grilles tarifaires où il y a des publis sur lesquels il y a des salaires moyens sur certaines professions, donc on sait à peu près comment fixer. Et je ne sais en revanche pas quel est ça veut dire le salaire moyen d'une patiente ou d'un patient partenaire. Je ne sais pas. C'est sûr qu'on est loin des publications sur ce sujet. Voilà. Pour ça, en fait, c'était une vraie bonne question. Après comme le disait Alexandre, je pense qu'il y a peut-être une règle à fixer, ou il y a peut-être… ou peut-être ou à ajuster au cas par cas, en fonction des compétences de chaque patient que vous allez recruter. Enfin, je pense, je ne sais pas, Françoise, comment tu fais pour placer tes patients? En fait, c'est pas par hasard que j'ai appelé l'agence expertise patient, parce que je fais la différence entre expérience et comme tu as bien fait ta pyramide, moi je ferai la même pyramide avec les strates, c'est-à-dire le patient qui est le patient ressource, et en fait, on va monter comme ça en compétences. Et j'arrive à cette compétence qui est ce que moi, aujourd'hui, je me présente en tant que patiente consultante, avec une bonne connaissance de l'écosystème de santé, avec la possibilité d'intervenir sur différents champs. Et ça veut dire que quand on arrive à une expertise, eh bien là, on peut se dire qu'effectivement, on peut y mettre une notion financière, on peut mettre un prix qui n'est pas forcément celui qui serait demandé pour juste venir faire un témoignage. Ça n'a pas la même valeur pour moi. C'est pas que c'est pas la même valeur, je dirais, financière, si vous voulez. C'est pas après que ça n'a pas de sens, bien au contraire. Je ne suis pas en train de dévaloriser la personne qui fait du témoignage. C'est pas ça du tout dans ma question. Et c'est pour ça que justement, il faut là aussi, les patients ont aussi à se faire reconnaître, à faire reconnaître qu'ils montent en compétences. Et que bien souvent, on a vu le patient comme étant un patient qui était là pour partager son expérience. Le regard qui est posé sur les soignants est encore bien souvent trop avec ce regard-là. Voilà, il est là pour… j'ai vu tout à l'heure dans les questions, est-ce qu'on est juste là pour finalement donner bonne conscience aux soignants pour dire voilà, on a intégré un patient. Tant qu'on sera encore dans ce genre de questionnement, ça veut dire qu'on ne sera pas d'égal à égal, loin de là. Donc là, il faut arriver à ce que justement on puisse dire nous apportons quelque chose de supplémentaire. Et je pars moi du postulat aujourd'hui que tout projet de santé qui in fine doit s'adresser à des patients devrait être co-construit avec des patients. Et dans cette construction, eh bien, on n'apporte pas uniquement notre expérience, on apporte une expertise aussi. Et on arrive à faire évoluer et à faire changer la façon dont on est à la fois perçu comme patient, pas seulement acteur de sa maladie, puisque souvent on est réduit à ça, en fait, mais acteur de l'écosystème. Et si on est acteur de l'écosystème, eh bien, ça a une valeur financière d'expertise.
Donc, tout dépend après. Moi, voilà, ce sera au cas par cas en fonction d'une demande qui est portée et suivant l'entreprise qui fait appel à des patients. Mais Après, moi, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, Heroic Santé, nous, en fait, on facilite l'échange entre pairs, hein, l'échange entre patients, sauf que on se rend compte que dans ces échanges, c'est pour ça que je viens vers vous avec la logique de patients partenaires, on a besoin d'avoir des gens qui sont formés, qui sont structurés à apporter des réponses hein, à une communauté de patients, mais également sur des approches. Aujourd'hui, on permet nos patients d'échanger, de partager leur expérience ou leurs trucs et astuces, également d'imaginer de nouvelles solutions. Après, on a un modèle économique où on finance les solutions qui sont imaginées par les patients, les proches aidants. Donc, en fait, nous, un patient partenaire aurait pour mission de répondre au quotidien hein, à des besoins ou à des demandes des patients, mais également de participer avec les patients ou les associations partenaires à la création de nouveaux projets. Puisqu'en fait, quand les patients ont une idée de solution à apporter sur un sujet de vie quotidienne, il faut finaliser le projet, hein, il faut l'organiser, il faut le chiffrer, il faut le mettre en œuvre. Donc, c'est de la gestion de projet. Donc, il y a toute cette logique à la fois de l'expérience patient ou de l'expérience individuelle, et également celle de pouvoir participer à une vie de communauté, c'est-à-dire à construire des projets ensemble et à avancer. Après, on a un modèle économique où on mène beaucoup d'enquêtes auprès de nos patients. On peut travailler aussi sur les logiques d'interrogation, de questionnaires, de recueil d'expériences ou en fait de recueil, j'allais dire, du parcours patient, des ruptures. Donc, c'est pas mal de sujets où l'expérience patient pour nous est clé. oui, Fabienne. Oui, donc Là, effectivement, oui. Pardon. Non, mais vas-y, Philippe. Non, mais on pourra en reparler à un autre moment, parce que je vois l'heure qui tourne. Après, je ne sais pas si les gens, quelles obligations ils ont, mais je suis intervenu un peu tard, mais on peut reprendre contact. Moi, On a jusqu'à 13h. On a jusqu'à 13h encore. Voilà ah oui, d'accord, ok, parce que mon adresse mail, c'est philippe@heroicsanté.fr. Donc, héroïque en anglais, H-E-R-O-I-C. On va peut-être alors du coup laisser le temps pour une autre question. Et moi, juste, je voulais dire que la rémunération, pour moi, ce qu'on peut poser comme base ou comme postulat, c'est que les patients ne soient pas traités à part de par leur statut de patient quant à leur contribution au projet. Donc, clairement, on ne gagne pas la même chose quand on travaille dans une structure publique ou dans une start-up. On est dans un système néolibéral. Moi, j'aime beaucoup les concepts de l'économie sociale et solidaire où c'est voilà, plus égalitaire et plus reconnaissance des apports de chacun. Mais en tout cas, je pense que de dire que un patient est rémunéré en fonction de ce qu'il apporte par son expérience patient, mais aussi par d'autres compétences qu'il peut avoir, j'ai son projet ou autre, Céline en a pas mal parlé, et en tout cas que ce soit aligné avec les autres contributeurs, que ce ne soit pas un moins parce qu'on est patient. Bon, il y a un autre problème entre guillemets potentiel que je peux voir venir dans certains projets, c'est que voilà, on a envie, on a besoin de travailler avec des patients pour tout un tas de questions. Donc on regarde avec qui est-ce qu'on peut travailler. Et je me dis que clairement, les gens vont pouvoir avoir tendance à dire moi, un des critères, c'est que je veux que ça me coûte rien. Donc je vais forcément aller vers quelqu'un qui ne va rien demander. Sans poser la question derrière de ce que ça engendre pour lui ou pour son association. Et moi, je trouve qu'il y a des problèmes d'éthique dans ces cas-là. Donc, on peut avoir un système de travail à deux vitesses où les gens sont pris parce que, pas forcément sur des compétences ou sur du temps ou sur des choses ajoutées, mais c'est juste parce qu'ils sont là et qu'ils veulent bien travailler. Voilà. Et je suis d'accord avec Lise, il ne faut pas oublier qu'un patient n'est pas qu'un patient, il y a beaucoup d'autres compétences développées d'autres façons. Alors Fabienne, moi après j'arrêterai, mais si j'avais à recruter moi une patiente ou un patient partenaire demain, je le recruterai à la fois parce qu'il est patient et qu'il a peut-être été formé, passé par l'université des patients, quelle que soit la formation, mais aussi parce qu'avant d'être patient, il a une expérience professionnelle ou de vie qui existe. Et les compétences qu'on va rechercher, les compétences, j'allais dire, de gestion de projet ou de relations au sein des équipes, ce n'est pas le fait d'être patient, entre guillemets. Bon, sauf si, globalement, on a un patient partenaire qui est un jeune adolescent ou une jeune adolescente et qui n'a pas eu d'expérience professionnelle. Mais sinon, il y a un tout. Du moins, pour moi, la personne, c'est un tout. C'est pas...
l'expérience patient est un plus par rapport à la structure d'Héroïque Santé, mais au départ, les personnes ont une expérience pro et une vie personnelle où, voilà, j'ai 5 enfants, donc je sais par exemple ce que veut dire une femme au foyer et l'expérience d'une femme au foyer sans expérience professionnelle. Et je reconnais les compétences d'une femme au foyer. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est un peu Ok. de dire que oui, mais c'est pas l'idée d'aller vers quelque chose qui coûte rien. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis là avec vous, c'est que nous, on considère, et moi à titre perso, je considère qu'on doit valoriser cette expérience patient et si elle est utile à d'autres, bah, comme toute profession, elle mérite un salaire. Donc, Et c'est très adorable. Et juste, j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a des associations qui ont cette même démarche de laboratoire de création, enfin de laboratoire d'idées, je pense au Diabète Lab de la Fédération des diabétiques, pour que, voilà, que tu connais sûrement, pour donner des idées de produits à partir des idées de patients. Delphine. Oui, merci. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Philippe. Je suis complètement d'accord avec vous. Et ça me fait penser à l'idée de l'identité. C'est pas parce qu'on est patient qu'on est qu'un patient. Moi, j'ai toujours lutté contre cette étiquette, si vous voulez. J'ai d'autres compétences. Je suis toujours Delphine, je suis toujours la même avec d'autres choses, mais comme tout un chacun dans la vie, hein, puisque la vie est longue et on rencontre des obstacles et des difficultés, quelles qu'elles soient. Donc, l'expérience, l'expertise, elle vaut quelque chose aussi. On ne vit pas dans un monde philanthropique non plus, il ne faut pas rêver. Donc, on a, comme vous le dites, Philippe, des enfants, on a une famille à faire vivre, plein de choses, des factures à payer. Donc, il y a une réalité aussi. Et quand on est patient, on a rencontré aussi donc, des difficultés économiques. Donc, je crois que garder peut-être le bénévolat au niveau de l'expertise patient-partenaire, c'est rajouter des complications pour certains, sauf, attention, si elle est choisie. Et là, chacun a le droit, c'est encore une question de liberté. Il y a des personnes qui préfèrent être bénévoles, et vraiment, ça, c'est le choix de chacun. Mais ne pas utiliser ce prétexte de bénévolat pour créer une concurrence entre les patients partenaires. Et moi, c'est ce que je ressens et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Alexandre Alexandre? Oui. Je trouve que cette question est difficile si on ne précise pas sur quel axe, sur quel plan d'analyse on parle. Parce que, par exemple, si on parlait du plan politique, c'est-à-dire le simple fait d'avoir un patient autour de la table est en soi une exigence démocratique qui fait que peu importe qu'il soit compétent, pas compétent, intelligent, pas intelligent, articulé, pas articulé, la fonction dont on a décidé collectivement de fonctionner, c'est d'être avec ces personnes-là autour de la table pour garantir une forme d'intégration de la diversité des intérêts et de la légitimité de parole, peu importe si on la reconnaît comme compétente ou pas compétente. Donc, si on est sur le plan politique, cette question-là, pour moi, elle me paraît caduque. Elle est pas pertinente. En fait, comme tout citoyen, on est tous légitimes, vous comme moi, d'exprimer n'importe quelle idée qu'on a sur la santé publique et on l'est légitime en tant que citoyen. Est-ce que ça veut dire qu'on est crédible et compétent pour le faire ? Non, peut-être pas nécessairement. Enfin, même dans la plupart du temps, pas le cas. Mais par contre, du point de vue politique, et non pas du point de vue scientifique, on est légitime à le faire. Donc, on pourrait être reconnu, quand on est sur un jury citoyen et qu'on va participer au procès d'une personne qui a été condamnée pour meurtre, on va être rémunéré pour amener non pas une compétence de citoyen, parce qu'on n'est pas compétent en droit ni en affaires criminelles ou quoi que ce soit, on est rémunéré comme jury pour donner notre avis de légitimité en tant que citoyen. Donc, il y a bien des cas où on est rémunéré, non pas sur la base des compétences, mais sur la base d'une légitimité d'expression. Donc, ça existe aussi. De l'autre côté, si on est rémunéré, enfin, on est attiré et intégré du point de vue, je ne sais pas, par exemple, stratégique, qui est que comme notre produit vise les personnes qui vivent avec une stomie, quand on discutait tout à l'heure, effectivement, travailler avec des personnes qui vivent avec au quotidien vont nous aider à penser des produits plus pertinents, à discuter avec ces personnes-là, d'avoir un tiers de confiance entre ces communautés de personnes stomisées et nous en tant qu'entreprise qui le font. Donc là, ça va être la légitimité du père qui va être mobilisée, et que la personne soit compétente ou pas en gestion de projet, c'est encore différent. Après, par contre, si on vient, je prends aujourd'hui le cas de deux patientes avec qui je travaille, qui sont dans des fonctions de chargé de mission, de l'expérience patient, dans des CHU ou dans des structures régionales d'appui, et que là, on vient chercher comme accompagnatrice de projets de partenariat
et ben effectivement, on va centrer davantage la recherche de leurs compétences sur de la gestion, enfin, sur des compétences professionnelles, en fait. Mais effectivement, ça devient quand même aussi compliqué là, de savoir ce qu'on attend d'elles, dans le sens où si ce qu'on veut, c'est des gestionnaires de projets qui soient capables de faire se rencontrer des parties prenantes distinctes, des professionnels de la santé, des aidants, etc., que ce soit juste des personnes qui font de la gestion de projet, plus qu'on de l'ouverture à la vulnérabilité, à la diversité des parcours, etc., ben, est-ce qu'on a besoin d'avoir des patients? Est-ce qu'il n'y a que des patients qui sont capables de maintenir le dialogue entre des gens ayant des expertises et des sensibilités différentes? Donc, selon le plan où on est, je trouve qu'on a abordé un enjeu en prenant pour acquis qu'on parlait tous de la même chose, alors que selon le prisme qu'on prend, bah, des fois c'est légitime de rémunérer, d'autres ça ne l'est pas, et le montant vient aussi en fonction de ça. Donc je pense qu'on peut peut-être ajouter 2-3 dimensions à notre discussion et voir bah, effectivement quand est-ce que c'est pertinent de rémunérer, à quel niveau, etc. Et puis après, selon la volonté de la personne, bien entendu. Tout à fait d'accord. Il n'y a plus de questions. Claire, on a fait le tour des retours et des réactions. Moi, j'allais dire tout à fait d'accord avec Alexandre. Après, je comprends bien les enjeux politiques, les enjeux de représentation, etc. Donc, après, c'est vrai que nous, en tant que start-up, comme vous le disiez, nous, on apporte un service aux communautés et on va s'assurer, nous, si on recrute demain des patients partenaires ou des patientes partenaires, on va s'assurer qu'elles puissent remplir les différents rôles qu'on attend au sein de notre organisation, à savoir échanger avec des communautés de patients, apporter des réponses ou des réponses et des aides concrètes aux patients, travailler sur des projets, mettre en œuvre du projet. Donc, l'ensemble des dimensions, et je pense que, et après je fermerai la discussion, mais dans cette logique où je parlais de rémunération, moi, je vais parler aussi de professionnalisation dans un univers d'entreprise. Parce que c'est vrai que dans des espaces de type établissement de santé ou autre, les questions peuvent se poser différemment, ou je voyais au sein des CRSA ou autres. Mais pour une entreprise, nous, on va avoir des exigences assez spécifiques sur ce qu'apporte une patiente ou un patient partenaire au sein d'une entreprise. Mais sans, entre guillemets, j'allais dire, sans remettre en cause le principe du patient, de la patiente partenaire. Il y a une vraie fonction. Mais il n'y a pas, d'objectif de trahir ce que doit être le rôle d'un patient ou d'une patiente partenaire. Mais finalement, d'encadrer ou de l'encadrer au sein d'une entreprise qui a des objectifs, qui a des enjeux. Et merci de m'avoir écouté. Merci Philippe d'être intervenu et d'ouvrir alors le sujet sur les patients dans les startups et dans l'innovation, qui est cher aussi à Françoise et sur lequel il y aura un rendez-vous PEPS spécifique. Je pense qu'on va se reparler, Françoise. De toute façon, oui, j'ai mes coordonnées sur mon compte LinkedIn, si vous voulez. On peut je vous retrouverai. Du coup, Françoise? Oui, on va faire peut-être une petite conclusion, si c'est possible, parce que c'était extrêmement riche. Mais il y a aussi, parmi tout ce qui a été dit, où on a parlé pas mal sur le retour de la formation, et il y avait quand même des mots qui sont très importants qui ont été dits. C'était aussi sur ce besoin et à la fois de liberté de choix, de reconnaissance, de ne pas être contraint finalement. C'est quelque chose qui, on doit être aussi à choisir. Et c'est pour ça que je reprendrai en fait un peu en conclusion une belle phrase qu'a dite Céline dans son PowerPoint, que je trouve vraiment, que j'ai un petit peu allongée par rapport, et j'espère qu'elle en sera d'accord, aux actrices de mes soins et de mon parcours de vie, parce que je trouve que c'était quand même aussi ce dont on a parlé. Auteur de ma vie avec la maladie, et donc choix, en fait, choix de ce qu'on veut en faire, en fait, de cette maladie. Et ça, c'est le message, je pense, qui est très fort, parce que c'est plein d'espérance. C'est d'arriver à trouver sa place en dehors de la rémunération, en dehors
de la manière dont on va nous faire porter, mettre une étiquette ou pas. Il y a aujourd'hui, voilà, cette émergence de patients qu'on va appeler partenaires, experts, ressources, consultants. Finalement, c'est l'envie d'être là et de partager. Et puis, je ramènerai peut-être à un livre qui m'a peut-être d'aller lire Marcel Mauss, si vous ne l'avez pas lu, sur le don et le contre-don, qui explique très bien, en fait, ce besoin aussi qui rejoint ce besoin de donner, de recevoir et d'être aussi dans cette reconnaissance. Ouais. Merci Françoise. Du coup, Nadine, Karine, Céline, est-ce que vous aviez vos conseils à proposer d'après l'expérience que vous nous avez relatée pour réussir au mieux son engagement dans le partenariat en santé? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour? Ou pas, c'est très très bizarre. Enfin bon, j'ai super les boules. Je ne sais pas qui donne son... qui a les boules? Qui a les boules? J'ai failli parler en même temps. Je me suis dit, moi ça va, je n'ai pas trop les boules, je suis plutôt fun. Bon, ça va. Pardon, excusez-moi, j'étais au téléphone. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi j'ai super les boules, mais ça n'a rien à voir avec vous, désolée. Merci Anne, ça vous a fait rire en tout cas. D'accord. Tu commences, Karine? Oui, vas-y, Céline. Ah, bah, je fais des qualités. Bon, allez. Je te proposais de commencer en fait. Ah, excuse-moi. Vas-y. Pour réussir son engagement dans le partenariat en santé, je dirais de toute façon, comme tu disais, de toute façon, être acteur de sa santé, avoir aussi, être assez ouvert, sincèrement et honnêtement. Être aussi honnête avec soi-même. Un peu savoir, en fait, où on veut aller, ce qu'on veut faire, avec qui on veut travailler aussi. Parce que tout dépendra. Là, je repars sur mon expérience voilà, de groupe de travail, ce fameux CHU qui m'a intégrée, simplement pour avoir, entre guillemets, un patient partenaire. Et je pense, alors, on en revient toujours à la formation, mais pour moi, ça reste un point de départ quand même si ce n'est pas la peine d'être formé à outrance, on est totalement d'accord. Mais voilà, mais je pense aussi, et puis savoir s'entourer, savoir être avec des gens aussi qui, pour ma part, et là c'est très personnel, mais des gens qui nous portent et qui arrivent à nous faire aussi évoluer, tant sur les compétences que sur compétences alors professionnelles, entre guillemets, professionnelles, et aussi très humaines. Parce que ça, c'est pareil, moi j'ai été formée à l'IRES, mais au niveau humain, voilà, on découvre au fur et à mesure des formations. Et c'est ce qui permet d'avoir un engagement encore de plus en plus fort au fur et à mesure des années. Merci Karine. Nadine, du coup, Céline? Je me lance, allez. Alors pour moi, vraiment, on a dit 3 conseils. Je dirais embrasser l'inconnu, en fait. Se faire confiance, avoir du bon sens. Et parfois, on attend trop que tout soit prêt pour se lancer. Donc moi, j'ai fait de l'ETP et des programmes ETP avant d'avoir le DU ETP. Je pense qu'il faut être un peu décomplexé finalement et puis agir. Là où on sent qu'on a un besoin, se faire confiance, c'est en ça que je dis se faire confiance. Je fais confiance aux tripes que je n'ai pas. Et ben voilà, on devrait tous, c'est l'heure de manger. Bon, mais voilà, embrasser l'inconnu, pas attendre que tout soit prêt pour se lancer, réajuster au fur et à mesure que tu le fais en cheminant, tu avances. Et voilà, j'aime bien cette idée-là. J'aime aussi l'idée de clarifier les missions. Ça, c'est un truc, à chaque fois qu'on m'a sollicité ou que moi, je me suis retrouvée dans une position où on me demandait d'intervenir en tant que patiente partenaire, je posais toujours la question, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et là, ça permet déjà de voir un peu si on a réfléchi, si l'ensemble des participants ont réfléchi au projet. Ça permet aussi de commencer à construire en partenariat. Puis ça permet aussi de sentir les situations où on devient des patients alibi. Où en fait, on nous fait venir parce que si on attend de nous que de cocher la case, on a un patient dans la lot, comme tu parlais, Karine, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi? Puis des fois, en fait, ça permet aussi d'aider. C'est comme ça que j'ai créé une fiche de poste avec quelqu'un qui disait, voilà, la démocratie en santé, on aimerait faire, on a pensé à vous, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Donc, moi, je peux vous apporter ça. Qu'est-ce que je peux apporter si les gens ne savent pas ce qu'on peut attendre de nous?
Et puis, j'en donne un troisième, j'en ai plein en tête, mais je vais essayer d'en donner un dernier. C'est aussi accueillir la frustration. Ça, c'est mon gros truc du moment. Mais en fait, parfois, il faut accepter que ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Parfois, il faut accepter que ça ne se fait pas dans les conditions qu'on voudrait. Parfois, on ne peut pas faire. On est obligé de ralentir, faire un peu plus avec nos possibilités physiques ou notre disponibilité. Parce que j'aime pas le mot de limite, mais donc notre disponibilité. Donc, accueillir la frustration aussi, que des fois, ça ne marche pas aussi bien. Et puis le dernier, parce que j'aime bien quand même, c'est essayer d'évaluer et d'améliorer, de faire des retours d'expérience, de rediscuter, d'aller vraiment au bout du bout, de se respecter aussi dans l'analyse critique de ce qu'on fait. Voilà. Merci Céline. Nadine, de ton côté? Oui, moi je voulais dire que bon, il faut s'engager, mais avec penser à soi, sa santé, prendre soin de soi, ne pas trop en faire, parce qu'au début, des fois, on est tout feu, tout flamme, et puis on s'épuise. Voilà, on a un petit burn-out, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, parce que j'en faisais un peu trop. Et donc, faire attention à sa santé aussi en priorité. Essayer, faire une formation, parce que souvent dans les formations, on rencontre d'autres personnes qui nous donnent des conseils, et même on nous propose d'intégrer des ateliers où bon, on a toujours des contacts. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous investir, quand même un peu, voilà. Mais doucement. Bon, alors merci, merci infiniment à toutes les trois vraiment pour vos partages, vos retours, votre disponibilité, voilà, la qualité de vos interventions. Merci à toutes les personnes qui sont venues assister en direct à la séance et qui ont participé, qui ont posé des questions, qui ont échangé, qui ont apporté leur point de vue. Donc, on n'a pas le temps de faire le petit tour d'écran parce que l'heure est bientôt là et que les estomacs crient famine. Mais un mini sondage vous sera envoyé pour que vous puissiez faire vos retours. Donc, il va y avoir le lien dans le chat et puis on va vous l'envoyer par mail après coup. Donc, voilà, encore une fois, merci à tous, toutes, les co-animatrices, les participants, les intervenants. Et on vous donne un prochain rendez-vous PEPS. Alors, on l'a prévu le 10 juin à 20h30. Alexandre est parti, c'est dommage, mais j'ai vu que du coup, c'était en même temps qu'un truc en Bretagne. Je sais pas. Et on avait choisi comme sujet intervenir en partenariat dans les soins, dans l'accompagnement, dans les soins cliniques, les soins éducatifs, accompagnement, médiation. Donc, de toute façon, les adhérents recevront un message avec les prochaines dates et puis on communique sur les réseaux sociaux sur ces rendez-vous PEPS. Merci à tous et bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.